Donc, on est arrivé à ça. Je vais revenir un tout petit peu. Voilà, le slide précédent, on était en train de parler de classifieurs. Ouais, donc, 6 classifieurs qu'on va voir. Naive Bayes, on l'a fait. Et donc là, on va démarrer avec Nearest Neighbors. Puis, on va parler des réseaux de neurones, Support Vector Machines, Decision Trees, Random Forests. Ça va? Tout le monde est OK? Zouf. Ici, Nearest Neighbors. Donc, l'idée de Nearest Neighbors est hyper simple. Tu vas prendre, donc, si je dois recontextualiser, on va repenser à notre exemple de poisson. Donc, on veut classifier 2 types de poissons, donc les bleus et les rouges, les saumons et les bars. OK? Et pour faire ça, on avait commencé par prendre des features, hein, donc des features de poisson, des caractéristiques de poisson. Ici, j'ai fait une représentation graphique de ça. Ça veut dire qu'ici, j'ai quoi? J'ai 2 features, x1 et x2. Donc, par exemple, je prends le poids et la taille, j'en sais rien. OK? Le poids et la taille sont là. Et du coup, tous mes poissons deviennent des feature vectors, donc des vecteurs bleus et rouges. Et donc, du coup, on essaye de classifier un nouveau poisson. Donc, on prend un nouveau poisson, on le mesure et on le pèse. Et on dit, tiens, ce x, il tombe là. Ouais? L'approche de K-Nearest Neighbors, c'est dire, je regarde mes K voisins les plus proches. Donc, si le K vaut 1, tu regardes ton plus proche voisin. Je vois que mon plus proche voisin, c'est un saumon. Et donc, tu vas dire, bah, je suis un saumon aussi. OK? Si tu prends pour la même base de données, donc là, j'ai la même base de données, à gauche et à droite. Si tu prends 5 voisins, OK, donc tu vas prendre un cercle plus grand, du coup, jusqu'à avoir 5 voisins. J'ai 2 bleus et j'ai 3 rouges parmi mes voisins. Et donc là, je vais dire, ah non, je suis un bar. OK? C'est très simple comme idée. C'est ce qui fait que K-Nearest Neighbors, on l'utilise facilement. Ouais, ça va très vite. Et donc, ça peut permettre de rapidement se donner une idée. Ouais. Évidemment, c'est basé sur la pensée qui est derrière. C'est, supposons qu'on ait tout un nuage de bleu et tout un nuage de rouge. Ben moi, je vais plutôt voir dans quel nuage je me trouve. C'est censé comme idée. Ouais. Alors, cette idée peut être exprimée, peut être défendue de manière probabilistique, si j'ai envie de dire. Voilà, j'ai ça ici, je vais l'expliquer dans un instant, où j'utilise de nouveau, je fais le lien avec les probabilités dont on avait parlé ici également. Voilà, donc, je fais un lien avec des slides d'avant, celui-ci. Voilà, donc, quand même, ici, il y avait des notions importantes. Ça, c'est je veux tout connaître. Voilà, donc, la distribution jointe entre les instances et les classes. Ça, c'est les postérieurs. Donc, les postérieurs, c'est-à-dire la probabilité d'appartenir à une certaine classe étant donné un feature vector. Alors que ça, c'est les priors. Donc, ça, c'est juste la probabilité d'appartenir à une certaine classe sans rien connaître. Ouais. Et là, on a class conditional densities. Donc, si j'appartiens à une classe, quelle est la probabilité d'avoir un tel feature vector? Ouais, donc, ça, on avait utilisé ça pour rephraser le problème de classification. On l'avait utilisé dans Bayes. Et en fait, ici, Nearest Neighbors, qui est cette idée toute simple, tu peux aussi aller utiliser les probabilités. Par exemple, du côté droit, là, le fait que je vois 2 bleus et 3 rouges, je peux me dire, j'ai 40% de chance d'appartenir au saumon et j'ai 60% de chance d'appartenir au bar. Tu vois, tu peux te dire que ici, je peux aller introduire des probabilités. Je peux lire ça avec des probabilités. Alors, avant que j'aille là-dedans, d'abord, les 3 petits points que j'ai dit ici. Instance-based learning method. Ouais, en fait, une des raisons principales pour laquelle moi je le mets ici, bon, c'est parce que c'est bien de le connaître, parce qu'il est populaire malgré sa simplicité et sa faible performance qui va avec cette simplicité. C'est important que vous voyez le mot instance-based. Ouais, donc, c'est en fait une méthode d'apprentissage qui est basée simplement sur les instances comme ça qui sont autour. Ouais, donc, tu prends une instance, tu prends le X et tu vas simplement regarder les autres instances qui sont autour. Ouais, donc, instance par instance, tu vas faire ça. Donc, ça veut dire, à chaque fois que tu prends une nouvelle instance test, tu dois recommencer l'algorithme en quelque sorte. Ouais. Pour chaque X noir que je mets,
le cercle sera différent. Ok? C'est pas du tout comme un réseau de neurones ou un SVM où finalement on va faire. Vous voyez encore ma tête ou pas? Ouais, Oui. encore. Oui, on voit. Oui, on voit encore. Pour un SVM ou un réseau de neurones, tu vas créer un classifieur, ok? Et ensuite, donc ça veut dire tu crées un classifieur et tu vas pour chaque X test, donc pour chaque instance test, tu utilises le même classifieur et tu auras un certain output de chaque instance test. Ici, c'est pas la même chose parce que pour chaque instance que tu veux tester, tu dois faire le boulot. En fait, il y a rien qui se fait préalablement. Ah, donc, le moment où je dis on va créer un classifieur dans le slide qui est ici, ah, donc on a du training data et puis on va entraîner un algorithme, bah, en fait, ici, ça n'est pas vrai. Parce que ici, tu as ton training data, tu as ton test data, et tout se passe quand je prends une instance test, je crée un petit cercle autour jusqu'à avoir le nombre de voisins qu'il faut, quoi. Et ce cercle va être plus ou moins grand. OK? Donc ça, c'est instance-based. Requires a distance or a similarity measure. Ça peut paraître, pourquoi est-ce qu'il met ça? Ça peut paraître anodin, et ben, ça ne l'est pas du tout. Avoir une bonne mesure de distance ou de similarité, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or et ça va devenir plus clair pour vous quand on verra la SVM. Juste pour vous dire que mesurer avec une latte, donc dire, bah voilà, je prends la distance, ça se voit la distance là, comme je l'ai dessiné ici, la distance, c'est clair que le bleu est plus proche de X que le rouge là, parce que la distance avec une latte est plus proche. Eh bien, dans mon exemple où j'ai dit ici, ça c'est une distance, donc ça c'est en mètres, et ça c'est un poids et ce sont des kilos. Du coup, la distance, c'est pas très clair ce que ça veut dire. Ouais? Parce que je suis en train de faire un Pythagore où j'ai une dimension qui est en mètres et une dimension qui est en kilos. Alors ta distance, c'est quoi exactement? Ouais, donc c'est pas du tout anodin. Ouais. Quand vous commencez à mélanger différents types de features, différents types de caractéristiques, avoir une mesure de distance, c'est pas du tout évident. Alors je sais qu'ici j'ai dessiné comme si c'était simplement un cercle, comme si ces deux axes avaient finalement les mêmes unités, ouais, et le même 1, ouais, mais ça n'est pas toujours vrai. Ouais, donc imaginez-vous un petit peu que, je sais pas, juste pour illustrer le problème, qu'on parle de... qu'est-ce qu'on avait dit encore avec nos poissons? On avait parlé, par exemple, code RGB pour parler de couleurs à un certain moment. Ok, donc ici, supposons que c'est le RGB. Et que là, c'est le poids du poisson. Donc là, on est en kilos. Ça va? C'est juste pour illustrer l'idée. Des codes RGB, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est des codes... Ah, c'est quoi? On est dans les combien, là? Quand on a des... Je vais juste prendre ici le niveau du rouge, par exemple. Ça va? Donc ici, si je dis, ben, je vais prendre RGB juste rouge. Ça va? De 0 à 255. OK? Donc ici, cet axe-là, c'est ça que je veux dire, va aller de 0 jusqu'à 255, qui est catégorisé, quoi. Tu n'as pas 1,5, quoi. OK? Donc, ici, tu as un axe discret de 0 à 255. Et ici, tu vas avoir les kilos. Alors, les kilos, ou même si je dis la longueur du poisson et je mets la longueur en mètres, qu'est-ce que tu vas avoir ici sur cet axe-là? Je ne sais pas, mais un saumon, ça peut avoir quelle longueur à votre avis? C'est quoi la longueur maximum d'un saumon? Pour avoir une idée. Hein. La longueur d'un poisson maximale, c'est 1,50 m pour un mâle et 1,20 m pour une femelle. Ça va? Donc quelque chose de l'ordre de 0 jusqu'à 1,5 m. 1,5 m. Donc, au moment où tu prends un point là et un point là, et que tu dis, pour trouver la distance entre les deux, je fais juste Pythagore, il y a un énorme problème. Vous voyez le problème ou pas? Parce Il y a un qu'ici, problème de scaling relatif des deux échelles, non? ça ici, ça a l'air plus grand que ça, mais en réalité,
quand tu vas projeter ici, tu vas voir que ce delta x qu'il y a ici est beaucoup plus petit que ce delta y, parce qu'ici, je me retrouve avec des codes qui vont de 0 à 255, et là, de 0 à 1,5. Alors, vous pouvez dire maintenant, bah oui, mais monsieur, vous n'aviez qu'à mettre ici beaucoup plus grand. Ouais, d'accord, mais ça ne résout pas l'affaire. Il y a un souci de scaling, de mise à l'échelle. Ouais. Et donc, ce qu'on va souvent devoir faire, c'est une étape de pre-processing. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit la fois passée, mais c'est important, en tous les cas, de faire en sorte que, voilà, en fait, finalement, on veut comparer des pommes avec des poires. Tu ne peux jamais faire ça, ouais. Parce que ce n'est pas juste une histoire d'échelle. Oui, mais on n'avait qu'à prendre le même 1 sur cet axe que cet axe. Hein. Non. Changer de 1 dans un code RGB, ça signifie peut-être un petit changement de rouge. Alors que changer de 0 à 1 mètre, ah ben là, c'est plus du tout le même poisson, tu vois. D'accord? Un poisson de 50 cm avec un poisson de 1,50 m, le 1, ça fait que c'est un poisson complètement différent, alors que changer de 1 dans le RGB, c'est pas du tout, la même différence. Donc, ce que je veux illustrer avec cet exemple, c'est que avoir une bonne mesure de distance entre deux instances, c'est pas du tout évident. Ouais, c'est pas du tout une chose anodine. Ouais, et c'est pas juste je prends ma latte et je mesure, quoi. Parce qu'il y a des problèmes d'échelle, parce qu'il y a aussi, ça c'est ici une caractéristique, une feature qui est réelle, qui peut prendre toutes les valeurs, qui continue, alors que là c'est discret. Voilà, donc ça a des conséquences. Ouais, moi, j'avais, donc dans ma classification de musique, j'avais un axe où j'avais, par exemple, en quelle métrique le morceau est. Donc, on dit en 2/4 ou en 3/4 ou en 6/8 ou des choses comme ça. Tu vois. Donc, on a une certaine métrique et il y a certaines catégories de métriques. Alors que dans une autre dimension, c'était peut-être, je sais pas moi, la moyenne de la hauteur des notes, quoi. Donc, ça n'a juste rien à voir. Tu peux pas comparer ça. Donc, avoir une mesure de distance, c'est pas du tout. C'est pas du tout quelque chose d'évident, quoi. Voilà, je reviens sur le slide. Voilà, donc ici, requires a distance or a similarity measure. Ça cache beaucoup de choses quand même. C'est vraiment très important. Alors, assigns a test instance X to the majority class, c'est ce que j'expliquais en premier. Donc ça, c'est évident. Ici, l'explication de pourquoi cette méthode vaut la peine d'être explorée, comment est-ce que je peux défendre cette méthode un peu plus scientifiquement. Donc, au niveau des probabilités, qu'est-ce qui se passe? Ben moi, n'oublions pas, j'essaye toujours de calculer, étant donné un certain vecteur, quelle est la probabilité que j'appartienne à la classe saumon? Quelle est la probabilité que j'appartienne à la classe bar pour cette même instance? Et en utilisant le théorème de Bayes, on avait vu qu'on pouvait réécrire ça comme ça. Et ici, il s'avère que si je regarde chacun des facteurs ici dans cette fraction, que je vais trouver le nombre de voisins, parce que là, il y a beaucoup de notations. Hein. Donc, le nombre de voisins, le KK, là, c'est le nombre de voisins qui appartient à la classe bar divisé par le nombre de voisins total. Donc, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Quand je regarde ici 5 voisins, j'ai 3 voisins qui appartiennent à la classe bar. Et donc, la probabilité que cette instance appartienne à la classe bar va être 3 sur 5. Et si je fais saumon, ben je vais avoir 2 saumons sur 5 voisins. OK? 2 saumons sur 5 voisins. Alors, l'explication de ceci, rapidement, on a les 3 facteurs là pour bien comprendre ce qu'il y a. Donc, j'aime bien commencer par ça, le plus facile. Probabilité prior de la classe. Donc, quelle est la probabilité d'appartenir à une certaine classe? Ben pour ça, tu dois regarder dans ma base de données, il faudrait compter combien est-ce qu'il y a de bleu, combien est-ce qu'il y a de rouge. Ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 bleus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rouges. Donc, il y a déjà une probabilité plus grande dès le départ, si vous voulez, d'appartenir à la classe bar, parce qu'il y a simplement plus de bars. Et donc, forcément, il y aura aussi plus de voisins bar. Ouais. Plus les deux classes sont skewed, plus c'est déséquilibré, plus tu vas avoir ce problème. Donc ici, je prends le nombre d'une classe par rapport au nombre total. Ça, c'est assez facile à comprendre. Ici,
la probabilité de x. Et là, la probabilité de x avec l'info d'une certaine classe. Donc, class conditional. Donc ici, ces deux formules se ressemblent très fort. Qu'est-ce qu'on a là? On a le nombre de voisins par rapport au nombre total. Et là, il y a encore fois V. Et c'est quoi ce V? Volume de la sphère. Alors ici, j'ai dessiné un petit cercle parce que c'est en 2D, mais évidemment, si je vais en 3D, ça va être une sphère. Si je vais au-delà de 3D, plus que 3 caractéristiques, ça sera une sorte de hypersphère. On peut toujours appeler ça une sphère. Ouais. Mais en gros, ici, je vais avoir le nombre de voisins par rapport au nombre fois le petit volume. Donc, plus, donc on peut lire ça de cette manière, hein. Plus on a comment est-ce que j'allais dire? Donc, plus on a un volume grand, donc si je dois ici élargir, plus la probabilité est faible. Est-ce que je trouve ça logique? Bah oui, si je suis obligé de prendre ici un très grand cercle, ouais, si ce cercle doit être très grand, ah bah, je suis de moins en moins sûr que ce que je vais avoir est bien correct, quoi, parce que ça veut dire que je ne suis pas proche. Ouais, donc ce volume intervient là-dedans. Le K sur N, ça c'est plus logique, je pense, le nombre de voisins autour d'une instance par rapport au nombre total. Et ici, c'est exactement la même chose, mais étant donné qu'on est dans une certaine classe. Donc, je regarde le nombre de voisins qui sont des saumons par rapport au nombre de saumons qu'il y a. Ouais. Quand tu plugues tous ces trois facteurs ici dedans, tu vas retrouver que tout se simplifie pour donner cette probabilité-là. Ouais, je fais ça, c'est pas parce qu'on va, normalement, on calcule jamais ça. Ouais, donc ça, c'est un peu de théorie qui montre que finalement, un classifieur qui, à la base, n'a rien à voir avec Naive Bayes, ouais, ou avec ce qu'on avait fait là, tu peux quand même le phraser de cette manière. Ouais. On ne le fait pas, hein. Je vous le dis tout de suite, on ne le fait pas. Mais ça peut être une défense théorique de pourquoi Nearest Neighbors vaut quand même la peine. Bon, j'avance parce qu'on a des choses bien plus importantes à voir. Réseau de neurones et Support Vector Machines. Je suis désolé, parfois j'ai du mal à trouver mes mots en français par rapport à tout ça. Et pour pouvoir aller là-dedans, il faut qu'on apprenne certaines notions de départ. Ouais, on a besoin ici de notions de base pour pouvoir avancer dans les classifieurs plus avancés qu'on veut voir maintenant. Ouais, donc on veut voir Support Vector Machines, on veut voir Neural Networks, et ça nécessite d'abord de la connaissance. De la connaissance de quoi? De Linear Discriminant Functions, ouais, d'une manière générale ici, et du perceptron en particulier, qui est là. Donc on va ici faire petite interruption des différents classifieurs, mais pour pouvoir voir les classifieurs plus performants, regardez en général c'est quoi la notion de Linear Discriminant Function. En fait, on avait déjà un tout petit peu parlé de ça, il me semble, quand j'avais dessiné la fois passée, j'avais dessiné, je fais le même genre de dessin tantôt, j'ai deux classes, les rouges et les verts. Okay, et on va parler d'une linear discriminant function lorsqu'on a, une droite, donc linéaire, qui permet de discriminer, qui permet de classifier, qui permet de séparer les deux classes. Ah, donc ici, on est bien de nouveau avec deux features. Désolé, c'est un peu hors écran. Et on a là ce qu'on appelle une linear discriminant function. Je ne l'écris pas complètement. Ça va? Linear discriminant function. Ça, c'est une droite. Alors évidemment, quand on est en dimension supérieure, en 3D, tu auras un plan qui coupe les deux, qui sépare les deux nuages. Et au-delà, on va parler de hyperplan. Et c'est ça que vous voyez ici dans la définition. Donc, a linear discriminant function, c'est quelque chose qui divise l'espace, le input space, dans des régions de décision. Donc ici, je vois bien, bah, j'ai un côté, j'ai l'autre côté. Okay. Et les frontières, donc la frontière ici, est une fonction linéaire. C'est une droite, ouais, linéaire dans ce sens que
une droite, vous vous dites peut-être dans votre tête y est mx plus p, mais moi, en première, déjà, j'essaie d'insister sur le fait que ça se réécrit ax plus by plus c est égal à 0. Ok, ça, c'est une forme linéaire parce que le x et le y sont exposants 1. Et quand on est en 3D, et on va tout de suite reparler de ça, quand on est en 3D, la forme linéaire, tu rajoutes un z, donc du coup aussi un d, ça donne un plan. Ça va? J'espère que votre connaissance de ces choses-là n'est pas trop loin parce qu'on va quand même en avoir besoin. Ah, donc ça, c'est un plan. Et au-delà, ben, on va avoir des hyperplans. Okay? Donc des formes linéaires dans des espaces à plus de 3 dimensions. Ça va s'appeler des hyperplans. Okay? Et les hyperplans sont de dimension d-1. Ah bah oui, quand je suis en 2D, la droite, c'est unidimensionnel. Une droite, c'est une dimension. Quand on est en 3D, la linear discriminant function est un plan, donc de 2D. Un plan, c'est du 2D. Ouais? Donc, c'est toujours une dimension en moins que le input space. Donc, si vous avez 120 features, bah, tu vas chercher un hyperplan qui a 119 dimensions. Okay? N'essayez pas trop d'imaginer, ça va faire mal à la tête. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va regarder ces linear discriminant functions. Quand on a 2 classes, comme ce que je dessine ici, quand on a plusieurs classes, parce qu'il y a quand même quelques subtilités par rapport à ça, on va avoir un exemple très concret et un deuxième exemple très concret qui est vraiment, j'ai envie de dire, un coup de trampoline pour pouvoir voir le réseau de neurones après. Ouais? On a besoin du perceptron pour pouvoir bien comprendre comment fonctionne un réseau de neurones. Vous m'interrompez s'il y a des questions, hein, parce que là, moi, je vois de nouveau des icônes, j'ai l'impression de parler dans le vide un peu. Je ne sais pas très bien si vous êtes OK, si je peux continuer, si ça va trop vite, trop lentement, je n'en sais rien. Linear discriminant functions for 2 classes. Donc, on va regarder ici d'abord en 2 classes comme ce que je dessine ici. Alors, du rappel, hein, donc ça, je fais juste par sympathie. Qu'est-ce qu'on va utiliser de nos cours précédents? Ben, c'est clair que déjà, j'ai utilisé un peu de proba. Mais ici, on va avoir besoin aussi d'un tas de choses de la première, c'est-à-dire l'équation d'un plan, je viens de le réécrire, ok, et la connaissance que ce A, B, C, les petits coefficients qui sont là, c'est un vecteur normal à ce plan. Hein, donc j'espère que ça, vous l'avez encore dans votre poche. C'est que quand vous avez un plan, voilà, ceci est un plan, ok, ce plan peut être écrit ax plus by plus cz plus d égale à 0. Un vecteur normal, c'est un vecteur qui est perpendiculaire dessus, c'est ABC. Okay? Ça va être super important pour nous. Alors souvent, ce qu'on me dit, c'est la pente du plan. Maintenant, il n'y a pas de pente. Tu vois, un plan, ça n'a pas de pente. Ouais, je me ridiculise totalement en première en jouant au skieur, en me disant que quand tu es sur une surface, tu as toujours la dérivée partielle en x, la dérivée partielle en y, et ça c'est une pente en x, une pente en y. Donc la pente, ça n'existe plus. Mais par contre, si tu connais ici le vecteur normal, tu connais parfaitement l'inclinaison de ce plan. Ouais, tu sais parfaitement comment il est si tu connais le vecteur normal. Et donc, vecteur normal, notion importante pour nous, ici pour la suite. A, B, C, c'est le vecteur normal. Alors, nous, on va devoir faire ça, non pas en 3D, mais avec beaucoup plus de dimensions. Donc, on va changer de notation. On va changer de notation. On va plutôt écrire ça comme étant WT fois X plus D égale à 0. Alors, je vais un petit peu revoir ces choses-là avec vous. Donc, le W est un vecteur. Vous voyez qu'il est en gras. J'espère que vous le voyez qu'il est en gras. Le X aussi est un vecteur, il est en gras. Donc le X, c'est quoi? C'est notre feature vector, X1, X2, jusque Xn, pas juste pour dire quelque chose, Xn, ou Xd tout à l'heure j'avais dit, un monde D-dimensionnel, ok? Et le W, c'est quoi? Eh bien le W, c'est le vecteur normal. Donc plutôt que de mettre A, B, C, je vais mettre W1, W2, jusque WD. C'est ce qu'on appelle le weight vector. C'est pour ça que on
on a changé. On ne dit pas le vecteur normal, on aurait pu mettre un n. Ouais. Mais en fait, ici, dans ce contexte, on va parler du weight vector, le vecteur des poids, le vecteur des paramètres, si vous voulez. Okay? Et je vais... Et je vais faire un produit scalaire des deux. Si tu fais un produit scalaire des deux, tu vas faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Ouais. Si tu fais ça avec en 3D, A, B, C et X, Y, Z, si tu fais le produit scalaire, tu obtiens AX plus BY plus CZ. Ouais, ça, c'est le produit scalaire. Ça, c'est le produit scalaire de ces deux-là. Ouais, donc, justement, quand on dit « je veux écrire l'équation d'un plan », en fait, moi, quand j'écris un plan, donc cette équation-là, ce que je vois toujours, c'est que ceci est un produit scalaire. Et ça, c'est pour nous extrêmement important ici. De voir que ça, c'est un produit scalaire, et donc je peux extrapoler les choses, dire je fais le produit scalaire de lui et lui. Alors pourquoi j'écris ça comme ça? C'est une notation matricielle, ouais, où le WT, ça veut dire, quand on est en matrice, que les vecteurs sont des colonnes, ouais. Les vecteurs sont des colonnes, donc WT, c'est une matrice ligne, ABC, en produit scalaire avec X, Y, Z, qui est une colonne. Et donc, c'est bien ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, quand tu fais la multiplication matricielle. Et évidemment, il ne faut pas oublier le plus D, hein, le D qui est là, et qui typiquement, dans ce contexte, on va l'appeler le bias, un biais. Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce D? Ben, il va changer l'emplacement du plan, mais pas l'inclinaison. L'inclinaison est entièrement déterminée par le vecteur poids, par le vecteur normal, la ABC, alors que le D, il est là comme une sorte de paramètre supplémentaire pour pouvoir décaler le plan, l'hyperplan. OK? Alors, dernière chose dont on a besoin, quand on a un plan et un point qui ne fait pas partie du plan, donc ici on a un certain point, P1, avec 3 coordonnées. Alors, du rappel de la première, la distance ici, donc perpendiculaire jusqu'à ce plan, ce delta est donné par, tu prends l'équation du plan, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et tu mets le point dans l'équation de ce plan. Donc AX1 plus BY1 plus CZ1 plus D. Tu mets ça entre valeurs absolues parce que tu veux que la distance soit positive, que je sois au-dessus ou en dessous, ça n'a aucune importance. Et tu normalises, c'est-à-dire tu divises par la norme du vecteur ABC, du vecteur normal. De nouveau, je ne sais pas où en est votre connaissance par rapport à tout ça, mais ceci va être vraiment important. Je vais les réécrire d'emblée là. Donc ceci, quand je veux le reformuler aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ici, ce qui est marqué là, c'est le produit scalaire du vecteur poids avec le vecteur OP1, ouais, OP1. Donc, je ne sais pas trop comment je peux écrire ça. Je peux mettre X1, je peux faire ça comme ça, le vecteur X1, juste pour dire que ce n'est pas n'importe quel X, mais c'est celui-là. Ouais. Donc, la différence entre P1 et X1, c'est que P1, c'est un point avec 3 coordonnées et que X1, c'est, si tu as ici un repère, X, Y, Z, c'est ce vecteur-là. Hein. Ce vecteur-là, ça c'est le vecteur X1. C'est le vecteur position de ce point. Plus D, divisé par la norme du vecteur W. Ok? Ça, c'est une manière plus courte maintenant pour écrire ça. Et surtout, quand je dis plus courte, c'est pour vous préparer comment on va faire ça. Ça, c'est valable quand, même si je suis en 500 dimensions. Quoi. Alors que là, sinon, ça va être très long à écrire. Voilà, des notions, je suis de nouveau sur les slides, vraiment de base dont on a besoin. OK? Donc, pour nous, the simplest linear discriminant function, donc la fonction discriminante linéaire la plus simple est donc une de cette forme-là. Vous voyez quoi ici? Ben, que j'ai changé le D, le bias, en un W0. Ce W0 qui veut dire quoi?
qui veut justement dire, c'est le D d'ici. Ouais. Mais je l'appelle W0 pour une bonne raison. C'est que, en fait, j'ai déjà ici des paramètres. Ouais, et celui-là, en fait, c'est un D plus unième paramètre et encore un paramètre de plus. Ah, donc, si je parle ici je dois trouver un plan, l'équation d'un plan, j'ai besoin de trouver 1, 2, 3, 4 chiffres, 4 paramètres. Je dois optimiser ces 4 paramètres pour trouver le meilleur plan qui sépare. Donc, j'ai 4 paramètres à trouver. Eh bien, du coup, je vais les appeler W1, W2, W3 et celui-là, je l'appelle W0. Okay? Comme ça, le W, dans un instant, vous allez voir, il englobe tous les points. Regardez ici. Donc, ça, c'est l'équation de mon plan, mon hyperplan, tout ce que vous voulez. Ouais, ça dépend des dimensions. Je veux être bien clair, parce que je n'accentue pas ça toujours assez quand on est en cinquième. Ça, c'est un vecteur, ou une matrice en tous les cas. Ça, c'est un vecteur représenté par une matrice colonne. Quand je fais le produit scalaire entre les deux, c'est un chiffre plus un autre chiffre. Donc ce Y ici est un chiffre. Vous voyez, il n'est pas gras. Y est un chiffre qui dépend du input vector. Donc c'est une fonction en fait. Ouais. C'est une fonction qui va donner donc, le genre de choses qu'on ne fait pas beaucoup en première, mais on le fait quand même un peu. Donc cette discriminant function fait quoi en fait? Ça part de mon espace à des dimensions, ok, et j'arrive dans R. Donc, c'est-à-dire, je pars ici de mon input vector, qui fait partie de l'espace à des dimensions, et le résultat est un chiffre. Ok? Le résultat est un chiffre, et ce que j'avais déjà fait peut-être la fois passée, je ne sais pas, mais ce qu'on fait typiquement, c'est dire, ben voilà, ici, ça c'est quand le y est égal à 0. Là, on va avoir y plus grand que 0, et là, on va avoir y plus petit que 0. Ah, donc, le chiffre, s'il est positif, on va dire qu'on est dans la classe rouge. Quand il est négatif, on est dans la classe verte. Et quand il est 0, je suis tout juste sur la ligne. Ouais, parce qu'ici, vous voyez bien, est égal à 0. Ouais. Donc, si j'écris yx est égal à 0, je suis sur le bord. Je suis sur la discriminant function. Ok? S'il est positif, s'il est négatif, c'est là que je sais si je suis d'un côté ou de l'autre. Ok? C'est ça qui est expliqué direct dans les slides ici. Ah, donc, on va dire si je suis positif ou égal à 0, on va l'assigner à une classe. Si je suis négatif, je l'assigne à l'autre classe. Bon, c'est discutable s'il faut prendre l'égalité en compte parce que être tombé pile poil sur le bord, c'est rare déjà. Et il faut décider quelque chose, donc tu peux décider que tu le mets dans le C1, quoi. C'est pas, pourquoi pas. Ok? Donc, the decision boundary, c'est bien quand le y est égal à 0. C'est ce que je venais de redire ici. Hein. Donc, tu as bien blablabla égal à 0. Quoi. Ouais, donc, c'est là que tu es sur la droite, sur le plan, sur l'hyperplan. Alors, notation trick. Si on ajoute, ça c'est important ici, donc là, si j'ajoute ici un W0, donc le bias, et j'ajoute ici un X0, et c'est X0, je dis qu'il vaut 1, donc si ici j'ajoute un X0 qui vaut 1, du coup, lorsque je fais le produit scalaire de W et X, ça va commencer par W0 fois 1 plus tout ce qu'on avait déjà tantôt, quoi. Tout le reste qu'on avait déjà tout à l'heure. Et donc, tu vas directement avoir ton bias qui est inclus dans ton produit scalaire. C'est ce que je note ici à la fin. Vous voyez là, WTX, il n'y a plus le plus W0, comme là. En fait, on fait juste une astuce de notation. Donc, pour que W0, c'est ton bias, et le X0, c'est 1. Et comme ça, le produit scalaire commence par le W0. Ça, c'est juste pour pouvoir avoir une formulation notationnelle la plus simple possible. Parce que sinon, pour toute la suite, on doit à chaque fois se remballer ce W0. Et c'est un peu embêtant. Vous voyez donc ici, au niveau de la somme, là, je commence avec le 1.
Ici, je commence avec le 0 pour dire, voilà, si j'ajoute ici une composante 0 au W et au X, du coup, c'est plus simple à écrire. Et c'est comme ça qu'on va le lire souvent, ouais, presque partout, directement, forme linéaire, c'est comme ça. Donc, linear discriminant function, la base pour des réseaux de neurones, la base pour des support vector machines, comme on va voir dans pas longtemps. Là. Alors, propriété, le W est un vecteur normal de l'hyperplan. On n'est pas étonné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Okay? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends, et je ne sais pas dessiner un hyperplan, je sais dessiner un plan par contre. Donc si ça ici c'est mon vecteur W, donc perpendiculaire à ce plan, si je prends n'importe quels deux points qui font partie de l'hyperplan, donc x1 et x2 sont deux input vectors qui sont sur l'hyperplan. Du coup, qu'est-ce que je vois tout de suite? Le W est forcément perpendiculaire à n'importe quel vecteur x1, x2 là. Ouais? Parce que celui-là, ce vecteur est dans le plan, celui-là est perpendiculaire dessus. Et donc, ça veut dire que le produit scalaire, et ça c'est le genre de choses, j'espère que vous le savez encore, le produit scalaire de x2 moins x1 ou x1 moins x2, ça n'a aucune importance ici, ouais, va être 0. Un produit scalaire est nul lorsque les deux sont perpendiculaires. Okay? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, le yx1, hein, yx1 moins yx2, ça vaut bien 0. C'est logique parce que les deux sont sur l'hyperplan. Hein. Donc du coup, cette perpendicularité, hein, donc ici, cette perpendicularité, elle suit directement de notre définition de, ah ouais, ici, ceux-là sont sur l'hyperplan où le y vaut 0. Donc ça, c'est 0 et ça, c'est 0. Alors, si ce n'est pas 0 et que tu es une instance qui est par ici, hein, on voudrait quand même quelque part retrouver, quand tu calcules le y de ce x, ouais, que si je suis loin de l'hyperplan, ça veut dire que je suis très sûr de ma décision. Ouais. Donc, si vous imaginez que vous avez deux nuages, donc un nuage vert par ici, okay, un nuage rouge par là, donc dessous c'est rouge, au-dessus c'est vert, plus je suis loin de la frontière, plus je me dis je dois être sûr. Donc ce YX, en fait, ce qu'on va vouloir, c'est que plus ce YX est grand, plus ça veut dire, donc si je dis ici Y est positif, ici Y est négatif, et là-dessus Y est 0, plus je suis loin, que ce soit négativement ou positivement, plus le Y ici doit être grand. Eh bien, c'est le cas parce que donc, la deuxième propriété, c'est YX est proportionnel à the signed distance, donc la distance avec un signe, entre le input vector X et l'hyperplan. Ça vient directement, ça suit directement de ce que j'ai fait là. Donc, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Ici, delta est égal à, qu'est-ce qu'on avait ici? Ce truc-là, avec la notation, l'astuce notationnelle, je peux réécrire tout simplement que ça, c'est mon YX, donc c'est juste le produit scalaire, et donc ici, c'est Y de X, ouais. Moi, j'ai appelé celui-là X, tout à l'heure, c'était X1, c'est pas grave, divisé par la norme du weight vector. Donc, plus vous êtes avec un Y grand, plus vous êtes loin de l'hyperplan. OK? On dit, c'est pas égal, mais c'est proportionnel, parce que oui, tu as quand même la division par le 1 sur la norme de W. Donc, plus vous êtes loin de l'hyperplan, plus le Y sera grand et vice-versa. Okay? Et ça vaut positivement ou négativement parce que j'ai cette valeur absolue ici. Donc, quand on dit de signed distance, on est bien d'accord que le Y contient un plus ou un moins, donc c'est la distance, mais avec un plus ou un moins. OK? Donc, ce sont des choses qui suivent directement de ce qu'on avait fait déjà en première, mais qui sont pour nous super importantes ici.
Parce que quand je vais vouloir classifier, je vais utiliser justement, quand j'utilise des linear discriminant functions, je vais regarder quel est le signe de y, et plus il est grand, bah, plus je suis loin, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. C'est quand même des conséquences bien agréables, quoi. Si on n'avait pas ça, ce serait embêtant. Voilà un dessin en 2D qui résume tout ce que je viens de faire. Ouais. Donc vous avez le weight vector qui est perpendiculaire à la discriminant function qui a pour équation y égale à 0, et puis tu as les deux régions, c'est pour ça que j'ai mis R1, R2, les deux régions. Donc la discriminant function coupe le plan en deux régions, et on va dire que quand tu es dans cette région-là, tu appartiens à la classe 1, et quand tu es dans la deuxième région, on va dire que tu appartiens à la classe C2. Mais évidemment, on se dit que plus on est loin, donc ici on a un vecteur x, un input vecteur x, plus on est loin, plus cette distance delta est grande, plus on est sûr de notre décision. Plus ce x rapproche de la frontière, moins on est sûr. Ok? Voilà, petit dessin pour simplifier, allez, pour illustrer tout ça et bien résumer tout ça. Pour deux classes, tout ça, ça marche facilement. Je ne vois personne qui lève la main, je ne vois pas de questions. Donc j'espère que jusque-là, tout le monde dit « ça va ». Il faut que je connaisse encore mes trucs de première, mais sinon, ça va. Quand on est avec des classes multiples, les choses ne sont pas si simples. Donc quand on dit « voilà, maintenant, je vais travailler avec 3 poissons, je vais travailler avec des saumons, des bars et des truites, j'en sais rien pour dire quelque chose », les choses se gâtent assez facilement. Et il y a ici 2 approches qui sont proposées et 2 approches qui sont critiquées. Ouais. One versus the rest, one versus one. Le dessin ici à gauche, c'est one versus the rest. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais peut-être refaire le dessin, je vais reconstruire le dessin ici avec vous. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de dire, j'ai 3 classes, C1, C2, C3. Et je vais d'abord apprendre un classifieur de C1 contre tous ceux qui n'appartiennent pas à C1. Moi, vu que je sais faire des classifieurs entre 2 classes, je vais mettre ces deux-là dans une seule classe, si vous voulez, pendant un instant, et je vais trouver une frontière entre C1 et pas C1. Je mets une petite barre pour dire le complément de C1. Ça va? Ça va? Donc ça, c'est un classifieur C1 contre pas C1. Et puis, tu prends le C2, tu fais la même chose, mais tu prends C2 et tu dis C1 et C3, je les mets dans un grand sac pour dire cela, c'est pas C2. Et tu trouves de nouveau une frontière qui dit d'un côté c'est C2, de l'autre côté c'est pas C2. Rien que comme ça, j'ai déjà des soucis. Pourquoi? Parce que si j'ai une instance test qui tombe là, c'est facile. Parce que lui me dit, je suis dans la classe C1, lui me dit, je ne suis pas dans la classe C2, ouais. Et donc du coup, je peux aller dire que ça, ce côté-ci, c'est la région 1. Tous ceux qui tombent là, dans cette partie-là, de mon plan, je peux dire que ça, c'est région 1. Tous ceux qui tombent ici, aussi, pas de grave problème. Parce que là, je vois quoi? Je vois qu'ici, on me dit, tu es dans la classe C2. Donc, quand tu es de ce côté-là, tu es dans la classe C2. Et quand tu es là, tu n'es pas dans la classe C1. Et donc, ici, on peut dire que c'est la région 2. Ici, on n'est ni C1 ni C2. Donc, ici, c'est la région 3. Tout va bien. Mais le problème se situe ici. Ouais. Le dessin est très clair dans les slides par rapport à ça. Le dessin montre qu'il y a un souci là. Parce que, en fait, quand je suis ici, selon ce classifieur-là, je suis en C1. Selon celui-là, je suis en C2. Et je n'ai rien qui me permet de dire que ça penche plus vers l'un ou vers l'autre, quoi. Et donc, du coup, on a toute une région ici qui est problématique. Donc, ce que ça doit illustrer, c'est simplement que, à partir de classifieurs binaires, comme ici, je ne m'en sors pas. La deuxième stratégie, c'était one versus one. Donc, nous, on vient de faire one versus the rest, donc C1 versus les autres. Maintenant, on va faire du one versus one. Ça, c'est le deuxième dessin ici. On va de nouveau le construire parce que je pense que c'est intéressant de
de le voir progressivement venir. Donc, tu as 3 classes et tu vas dire, je vais tous les classer les uns contre les autres. Donc, C1 versus C2. Donc, tu oublies un instant la classe C3 et tu dis, je vais faire un classifieur C1 versus C2. Et puis, tu fais un classifieur C1 versus C3 aussi. Donc, C1 versus C3. Tu trouves par exemple ceci. Et puis, tu as déjà fait C1 avec C2, C1 avec C3. Il te reste juste encore C2 avec C3. Tu fais ça aussi et tu trouves peut-être quelque chose comme ça. Il n'y a rien qui dise que ces 3 droites doivent être concurrentes. Ouais. Imaginez ça en plein de dimensions. En plus, il n'y a rien qui me garantit ça. Mais je peux trouver des classifieurs entre C1, C2, C1, C3, C2, C3. OK? Si je tombe à n'importe... Je ne sais pas comment est-ce que je vais montrer ça. Si je tombe là, ouais, si je tombe là, lui me dit, tu es dans C1. Lui me dit, tu es dans C1. Lui me dit, tu es dans C2. Ouais, bah j'ai 2 fois C1 et 1 fois C2. Donc j'espère que vous suivez. Là, c'est C1. Là, c'est C1. Et là, c'est assez clair ça. Et là, il me dit c'est C2. Donc j'ai 2 fois C1. Donc ici, je vais dire, ça, c'est la région 1. OK? Là, c'est pareil. Ici, j'ai C1 pour lui. J'ai C1 pour lui. Et pour lui, j'ai C3. Donc, en fait, cette ligne-là, que je sois d'un côté ou de l'autre, tant que je tombe là-dedans, tout ça ici, c'est région 1. OK? Donc, si vous voulez, ici, je peux essayer d'accentuer ça un petit peu pour dire, ça, c'est une région ici. OK? Ça, c'est une région. Ici, tout ça. Alors, comme ça, on peut continuer. Ici, je vois C2 et C2. Ouais. Donc, tout ce qui est par ici, c'est région 2. Peu importe si celui-là dit C1 ou C3, c'est le même raisonnement. Là, je vais toujours terminer avec du C2. Et donc, du coup, ici, je me retrouve avec une frontière comme ça de la région 2. Et le troisième ici, C3 et C3, j'espère que vous le voyez. Quand je suis là-dedans, de ce côté-là, C3 2 fois. Peu importe ce qui se passe avec cette ligne-là, en fait, cette ligne-là, c'est bien fait dans le dessin que c'est pointillé, c'est pas important. Ici, je suis dans la région 3. Et vous me voyez venir, évidemment, le point d'interrogation, il est là. Qu'est-ce qu'on met là au milieu? Il y a un réel problème parce que selon le premier classifieur ici, que j'ai fait, je dois être C2. Selon celui-là, je suis du côté gauche, donc je dois être C1. Et selon celui-là, je dois être C3. Donc, chaque classifieur me dit autre chose. Donc, de nouveau, ceci est une région ambiguë. Ça pose un réel problème. Ouais. Je ne peux pas simplement prendre, deux classifieurs. Je ne peux pas simplement prendre plusieurs classifieurs à 2 classes et les combiner ou quelque chose comme ça. C'est un problème dont il faut se rendre compte ici. Ouais. Qu'il faut prendre en compte et pour laquelle on doit trouver une solution. Ouais, et la solution est ici.